Bienvenue à tous, la suite de notre live Le Scan en direct du GTEx avec notre partenaire Orange. Rebonjour madame. 6,5 milliards de dollars, ce chiffre, on vous l'a répété toute cette journée, c'est le montant des investissements en Afrique en 2022 pour l'écosystème technologique, pour les startups. C'est un montant très faible, à peine 1% et encore moins d'1% exactement du total des investissements dédiés aux startups dans le monde. Alors comment aujourd'hui booster ces investissements? Quelle place le continent africain peut-il occuper sur la scène mondiale à l'avenir? Qui sont les géants de la tech en Afrique? Quelle place du Maroc? Qui sont les géants de la tech par pays, par entreprise? On va dresser une cartographie aujourd'hui et on va voir également quels sont les rôles des incubateurs, des accélérateurs et des fondations. Avec nos deux invités, Amin Al-Azaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'accélérateur H7. Exact. Dans le studio, Madame Nathalie Akongabala, bonjour. Vous êtes directrice exécutive des programmes panafricains à la Mastercard Foundation. Oui. Alors, on commence. Je vais switcher vers l'anglais avec vous, Madame Gabala. Thank you for joining us today. My first question for you is it your first time here in Marrakesh, or have you been before to Morocco? I came before. I came before on vacation. Very different setup. But this time I am completely blown out by the GTEx and the number of guests, the participation. I wasn't expecting that. You have been to other cities? Yeah, I've been to Casablanca and Marrakesh, two cities actually. Yeah, okay. And what African countries have you worked in before, other than Morocco and Kenya, where you're... So I started my career in, I'm from Ivory Coast, and I started my career in Ivory Coast. Before, actually no, Senegal. Before moving back to Ivory Coast, I then worked in Cameroon, I've worked in South Africa, I've worked in Kenya, and I've worked in Ghana. So you have a broad knowledge of all of these countries. Can you tell our viewers who may not be familiar with the Mastercard Foundation about your work, the nature of your work here in Africa? So Mastercard Foundation is a bit very particular as a foundation, and the particularity comes from the way the foundation was set up. The foundation was set up by a gift of share from the Mastercard Corporation. So from the on-site, the foundation was set up as an independent legal entity with its own board, LT. Yeah. And this is also important in the sense that it provides more flexibility in terms of the direction that the foundation wants to take. What is also very particular about the foundation is that in 2019, the board decided to engage into a very bold initiative to create 30 million dignified and fulfilling job opportunity for Africa by 2030. And 70% of those jobs, meaning 21 million jobs for young women by 2030. So all the resources of the foundation are dedicated to Africa and to the question of employment in Africa. Le patron de H7, un accélérateur qui a combien de temps maintenant? 6 ans? 7 ans? 8 ans d'existence? Ça fait 7 ans qu'on a lancé H7 et on vit un moment un petit peu, je dirais, clé de notre vie parce que dans les prochains mois et dans la prochaine année, on va lancer H7 Ventures, notre fonds d'amorçage, pour pouvoir aussi investir dans les belles startups d'éco un petit peu partout en Afrique et aussi un petit peu partout dans le monde. Alors, c'est quoi la différence entre un incubateur et un accélérateur pour ceux qui ne sauraient pas et qui nous regardent en ce moment? La différence entre un incubateur et un accélérateur se situe au niveau du stage où les fondateurs de la startup sont. Quand on est à l'étape de l'idée, on est probablement chez un incubateur où l'incubateur va nous accompagner de passer de l'idée à un MVP, un produit ou un prototype. Par la suite, un accélérateur, c'est de vous passer de votre premier produit à vos premiers clients et aussi faire un changement d'échelle. Donc vous vous définissez en tant qu'accélérateur marocain et africain? On est un accélérateur panafricain, mais à vocation internationale. C'est-à-dire la raison d'être de H7, c'était d'attirer la diaspora africaine vers le continent africain. La diaspora africaine est approximativement de 6 millions d'individus qui ont étudié dans les meilleures écoles en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, et cette diaspora, elle peut changer la donne sur le continent. Or, cette diaspora reste
dans ces pays-là, elle ne revient pas. Notre optique, c'est d'aller les voir, de leur dire, vous pouvez créer des startups à partir de votre pays d'accueil ou retourner en Afrique, mais c'est important pour vous de vous impliquer dans le changement qui s'opère en Afrique, grâce aux technologies notamment. Nathalie Akon-Gabella, comment vous percevez aujourd'hui l'écosystème de la tech en Afrique? C'est un écosystème qui commence à avoir un bon rythme, un rythme intéressant. Alors, un rythme intéressant, mais un rythme toujours très lent, on va dire. Il y a beaucoup de choses à faire. On a très vite compris, en se posant la question de l'emploi des jeunes, que les jeunes Africains vont devoir créer des jobs pour eux-mêmes. Donc la question de l'entrepreneuriat est vraiment au corps du travail de la Fondation. Et l'économie digitale, plus particulièrement, a vraiment le potentiel de transformer notre continent. Donc les startups, spécialement dans le secteur de l'économie digitale, sont une priorité pour nous. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'au-delà des difficultés d'accès au financement pendant toute on va dire la trajectoire d'un entrepreneur, parce que les besoins en financement sont très différents à différentes étapes de ce financement, ces entrepreneurs n'avaient pas accès comment dire ça, policy et regulation qui permettent à un écosystème d'être vibrant. Ces entrepreneurs n'avaient pas accès au marché. Ces entrepreneurs n'étaient pas constitués en associations fortes qui leur donnent un pouvoir de négociation vis-à-vis des pros. Et donc, on travaille beaucoup avec des incubateurs et des accélérateurs sur le continent pour essayer d'adresser ce genre de problème, parce que nous croyons vraiment que le rôle de la Fondation, contrairement à celui d'un capital risque ou d'une banque ou d'autres investissements financiers, est de pouvoir justement impulser ce premier besoin que les startups ont avec des dons en fait. Alors on est au GITEX, on est ici au Maroc. Malheureusement le Maroc n'est pas dans le top des pays qui attirent le plus d'investissements en matière de start-up. Le Kenya, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, ce sont les pays qui représentent aujourd'hui 72% des investissements qui sont brassés sur le continent africain pour cet écosystème-là. Est-ce que la donne elle peut changer rapidement ou pas, Amin Al-Azzaz, selon vous? Je pense que, comme a dit madame, c'est très lent. C'est-à-dire qu'il faut situer la tech africaine dans le contexte de la tech mondiale. Comme vous l'avez si bien dit, les levées de fonds start-up en Afrique ne représentent même pas 1% des levées de fonds au niveau international. Or, on assiste à une rupture technologique. Ça veut dire que les cartes sont en train d'être redistribuées au niveau mondial. Il y a une guerre technologique, même si j'aime pas ce mot-là, mais il y a une compétition technologique entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Celle de l'IA, celle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, mais pas que, c'est aussi les données, c'est la robotique, c'est l'avenir, c'est demain. Or, l'Afrique, comme on en a discuté, doit travailler ensemble. Il faut qu'on crée des tech hubs qui sont co-compétiteurs, pas des compétiteurs. C'est-à-dire que si le Nigeria est déjà assez fort sur un secteur, il faut le renforcer. Si le Maroc il est fort sur un autre secteur, il faut le renforcer, l'Égypte et ainsi de suite. Et il faut aussi que les États investissent massivement aux côtés des grandes fondations comme la Mastercard Foundation pour, je dirais, libérer les énergies. Parce qu'il faut avoir l'accès au capital, mais juste après, c'est l'accès au talent. Parce que si vous libérez le capital, le talent, il est attiré par le capital. Par la suite, il faut libérer les énergies en libérant la réglementation. C'est-à-dire qu'une des questions clés, c'est pourquoi le Nigeria a attiré 1,2 milliard de dollars et le Maroc 19 millions de dollars. C'est une question de réglementation. Ce n'est pas une question de talent ni d'attractivité en termes d'investissement. Aujourd'hui, juste pour une photographie, le Maroc est 10 fois moins attirant que le Sénégal notamment, oui, en termes d'investissement internationaux. Clair, parce que la réglementation, on a un système financier et bancaire qui est très fort. On a probablement dans le top 10 des banques africaines, 3 banques marocaines, ce qui est excellent. Maintenant, ces grands mastodontes bancaires doivent investir dans des startups fintech, non seulement marocaines, mais panafricaines. Parce que ces startups-là sont l'avenir de nos banques africaines et non pas une menace pour les banques marocaines et africaines.
way we look at it is that the startup and the leverage of the digital economy is at the end of the value chain. There are some fundamental blocks that needs to be in place to allow those enterprises to thrive. Infrastructure, access to the device. We spoke about talents, training of young people. Can you imagine that the young people represent 16% of the world population? Only 3% of the software engineers in the world are African. So we have a long way to go in terms of training and skill. So a lot of the investment of the foundation are at that level. Training and skilling young people. We went to visit yesterday the Université Mohamed VI, and impressive work that is done in this university to really train and scale young Moroccans and even young Africans to acquire the skill. But we need thousands of universities like this. So how the foundation can work with different institutions to scale and access training. The second part of our work has been around access to the device, especially for young women. Most young women don't have access to the device. So we have designed programs with cooperative in rural area, or even with incubators that are dedicated to young women, for them to access the device. And because we were able to design these programs at scale and order device in large quantity, we were able to reduce the cost of the access to the device to up to 60% for those young women. So this is the type of initiative that we have in place. And as I mentioned, in terms of the venture capital and the enterprise, we are not an implementer. We are a funder, and we strongly believe that there are on the continent people who know how to incubate, how to accelerate those enterprises. Our role is to fund those people and to help them do what they know how to do best. We're here in this big forum with a lot of digital players, but it's sometimes not very clear what is the role of technology in transforming small and medium enterprises and microfinancing and fintech institutions across Africa. Since it's your field of expertise, what can you tell us about that? How can that happen? So I like to say that to my banker friends, and they don't like it when I say that, but if you look at the evolution of financial inclusion in Africa over the last 10 years, it didn't happen with the bank. It happened outside of the banking industry. And it happened because of mobile. It happened because of the technology. So those fintech companies are really at the forefront. And the reason why they are at the forefront is that they are building those integrated platforms where you can access funding, you can access knowledge, you can access market and build community. And this is really what the continent needs. The reality is that they don't have the balance sheet. They don't have the muscle to be able to deploy their product at scale and affordable product. So I really hope that in the coming years, we see more and more partnership between banks who have the liquidity and fintech companies who have the innovation and have the understanding of the market needs to be able to access more and more enterprise. So for me, fintech has been a big revolution for the MSMEs market. The second element is e-commerce. During COVID, we worked with an institution called BFA. And it's a pilot that we did in Ghana, and we're going to replicate in different countries. And the work that we did was to go and see those small enterprises that were providing services and products where their activity had been interrupted by COVID. And we've helped them to digitize their delivery platform to be able to access market and continue their activity. And it was a very successful pilot. So that's another, for me, transformation for the MSME on the continent. Et quand on regarde justement la structuration des catégories de start-up en Afrique, vous l'avez dit effectivement, c'est les fintech d'abord qui attirent de l'investissement. Il y a le e-commerce, il y a la santé, le transport, la logistique. Il y a aussi de plus en plus les services, Amine El-Azzaz. Il y a un autre chiffre qui m'a interpellé quand j'ai fait mes recherches. Aujourd'hui, plus de la moitié, 52% des startups qui arrivent à lever des fonds sont des startups qui passent par notamment des accélérateurs ou des incubateurs. Ça, c'est quelque chose qui est assez faible comparé à d'autres pays occidentaux. Claire, quand on voit les pays assez fort, pardon. Développés, le chiffre est beaucoup plus important.
parce que c'est un secteur qui a été, je dirais, très bien industrialisé. Et ce secteur-là, it's a numbers game. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un certain nombre d'entreprises technologiques innovantes de type start-up à fort impact, c'est plus ou moins 3 à 5%. Ça veut dire que pour un pays comme le Maroc, nous devons avoir l'ambition d'avoir plus de 20 000 startups afin d'avoir 500 startups dans 3 à 5 ans qui sont de calibre continental ou international. Donc on est loin. On est très très loin. Et combien? 2000, 5000? Pour avoir 500, parce que vous démarrez avec 20 000 startups au niveau de l'idéation, pour avoir un certain nombre au niveau de l'incubation, de l'accélération, pour avoir 500 qui sont à l'étape de l'internationalisation. Maintenant, le rôle des incubateurs et des accélérateurs, il est clé. Dans les pays développés comme les États-Unis, la plupart des startups sortent des incubateurs et des accélérateurs. Et il y a une statistique qui m'a interpellé. Même aux États-Unis, une startup accompagnée par un incubateur en accélérateur a 2 fois plus de chances de dépasser 5 ans d'existence. Ce qui fait que pour des pays comme le Maroc ou plus globalement en Afrique, c'est encore plus important d'être accompagné par un incubateur en accélérateur. Maintenant, il faut aussi que les États, les grandes corporations comme les banques, mais aussi en collaboration avec les fondations, qu'on structure cet écosystème pour qu'il devienne, qu'on industrialise la production des futurs techno-champions africains. Parce qu'aujourd'hui, les techno-champions qu'on a en Afrique, c'est par hasard, on tombe sur un Wave au Sénégal, sur un Andela au Nigeria, sur un Impala au Kenya. Or, il faut que nous, en tant que continent, en tant que décideurs de ce continent, qu'on structure ça et qu'on l'industrialise. Et aussi qu'on arrête de penser que le secteur privé qui développe l'écosystème startup. En réalité, les écosystèmes startup dans le monde ont été développés massivement par les États, notamment l'État américain. Ah oui, il faut avoir une stratégie technologique avec une vision très claire, avec une ambition très claire. Aux États-Unis, vous avez annuellement la Maison Blanche qui se prononce sur les technologies de rupture du futur. Ce qui fait que c'est une indication très claire sur comment les industriels ou les investisseurs américains doivent envisager l'avenir. Nous, en tant que continent, qui a des challenges énormissimes, comme a dit Madame, nous devons faire face à 22 millions de jeunes Africains qui vont toquer à nos portes pour un emploi annuellement. Si on ne crée pas les futurs géants africains qui peuvent les employer, on passera à côté d'une énergie incroyable parce que les autres continents, notamment nos voisins européens, auront un continent qui est vieillissant. Bien sûr. Même l'Asie, la Chine, le Japon sont des pays forts mais vieillissants. Nous, on a la jeunesse, mais il faut qu'on les développe. Some of the main barriers and challenges that still need to be addressed in order to fully leverage the potential of technology and promote an economic empowerment and inclusive growth in the African continent. So I think the first for me is training. We really need seriously to invest in our young people. And now access to codification has been really, you can access training on coding outside of school. So it's also even an opportunity for a lot of our young people that have dropped out of school to dream of a certain life. And to come back to what you were saying, if we don't do that, those talents, those Africans, they will go away because the other continent know and have a need in terms of technology. And they are already starting to take a lot of Moroccan or South African and different countries in Africa to implement their digital tools to serve their digital needs. So for me, training is really where we need to start as a continent, and and this is the work of the public sector, but also the work of foundations like us. Right? The second element is mindset. We underestimate the power of mindset. Certain countries like Nigeria or Kenya will have a very entrepreneurial culture, even in their society. It's natural to go through entrepreneurship, right?
And they have the profile of successful entrepreneur, and young people aspire to become successful entrepreneurs. In other countries like Côte d'Ivoire, my country, or Morocco, where engineering, being a doctor, being an engineer have been really valued by the parents, the path to entrepreneurship is not a natural one. So we really need to work to change this mindset. But why the path to entrepreneurship is not interesting? It's because it's survival entrepreneurship. You cannot have a regular income. You cannot access insurance. You cannot raise a family. So the government have to work with foundation and other charitable organizations to set in place a kind of cushion for an entrepreneur that starts in life to be able to survive and continue in this enterprise. So we have to really start for me at this very young level. And the next is the infrastructure, as I mentioned. You can try to do everything you want, but if there's no internet, no infrastructure, the country will never strive as an entrepreneurial economy in the tech industry. Or the public. À l'Alsace, concrètement, aujourd'hui, comment on peut installer des briques pour accélérer la cadence au niveau des investissements et du développement de l'écosystème numérique et technologique en Afrique? Est-ce que ça passe par les États seuls ou est-ce que ça passe par des regroupements régionaux? Moi, je crois beaucoup dans les regroupements, en bonne intelligence, parce qu'on a un seul continent et il faut qu'on le développe. On a aussi je dirais le marché du futur, où on a tout à expérimenter, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays. Maintenant, comme a dit madame, il y a une étude de Korn & Ferry qui parle d'un besoin de 85 millions de développeurs dans le monde d'ici 2030. Or, on a des jeunes et il faut les former sur ces opportunités-là. Ça commence notamment dans quelques États anglophones. Oui. On commence le code à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Exact. Par exemple, au Nigeria, il y a une start-up qui s'appelle Andela, qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. C'est une unicorn. Et sa mission était de former les Africains sur le code pour les connecter à des opportunités au niveau mondial. Et là, il faut que ça soit au niveau des initiatives étatiques. Exact. Il faut que des startups travaillent avec les États pour pouvoir former ces jeunes talents. En même temps, il y a un problème de mindset. Ça veut dire que dans une certaine partie de l'Afrique, l'entrepreneuriat est vu comme une option très risquée. Ça veut dire que les États doivent dérisquer l'option entrepreneuriale. Parce que sinon, ces emplois doivent être créés par les États. Or, ce n'est pas possible. Et une des idées aussi pour créer cet appel d'air des talents, que ce soit de l'Afrique mais aussi de la diaspora, c'est de créer une multitude de fonds technologiques en Afrique. Il faut que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. Il faut qu'on arrête d'attendre que des fonds américains ou britanniques ou chinois ou émiratis investissent dans nos jeunes. Il faut que par région, qu'on crée des fonds d'une certaine taille. Par exemple, nous, à la Fédération de l'écosystème Startup du Maroc, on a proposé la création au Maroc d'un fonds de 15 milliards de dirhams. C'est 1,5 milliard de dollars. Ça veut dire que à l'échelle du Maroc, c'est 300 millions de dollars par an. C'est même pas le tiers de ce qui a été, même pas la moitié de ce qui a été investi dans les startups égyptiennes l'année dernière. Ce qui fait que ça peut nous paraître en tant que Marocains un gros chiffre, mais en réalité, ce n'est pas un si grand chiffre. Et le fait que le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie ou d'autres pays font ce mouvement-là, ça va créer un changement systémique pour dire l'entrepreneuriat innovant, technologique à fort impact n'est plus aussi risqué. C'est au contraire, si vous ne le faites pas, vous passez à côté de l'opportunité de votre vie et probablement de contribuer massivement au développement de votre pays et de votre continent. Est-ce que selon vous, les dirigeants africains de toute l'Afrique doivent se réunir et dresser une carte, par exemple de 10, 15, 20 hubs régionaux technologiques sur le continent? Alors, facile à dire, compliqué à faire, j'imagine. Compliqué à faire, mais cependant, je dois rebondir sur cette idée, parce que s'il y a un marché qui est ouvert, qui n'est même pas africain, qui est global, c'est la technologie. Et ce marché est déjà un marché international. Le freelancing, on a plein d'Africains qui sont ici et qui servent des entreprises aux États-Unis. Ça arrive déjà. Donc, les barrières sont levées.
On parle aujourd'hui du Free Trade Agreement, EFCTA en Afrique. Le Free Trade Agreement dans la technologie existe déjà. Donc, il est nécessaire effectivement que ça devienne une question africaine. Et l'Afrique, il y a une fenêtre d'opportunité pour l'Afrique aujourd'hui pour se positionner. L'Inde est en train de ne même pas pouvoir répondre à la demande mondiale et de se spécialiser sur un segment assez premium, n'est-ce pas? On a aujourd'hui d'autres pays d'Europe de l'Est qui sont en train d'essayer de se positionner aussi. Mais imaginez les ressources africaines, imaginez le fuseau horaire qui est favorable pour nous en termes de décalage avec l'Europe, avec les États-Unis, etc. Il y a une fenêtre d'opportunité à saisir. Les pays sont petits et n'ont pas forcément les ressources pour faire part aux besoins que nécessite la création d'une vraie économie digitale. Alors il faut regrouper ses forces autour de quelques hubs en Afrique pour pouvoir faire émerger une Afrique forte dans ce domaine. Mais comme vous le dites, c'est pas facile. Politique et du privé. Madame? En parlant de public et privé, je me demandais, how do you see the role of public-private partnership in driving technological innovation since you were talking about it just a few minutes ago? In the African context, are there any specific examples of successful partnerships that already took place? So I want to bring an example in South Africa, where South Africa decided a few years ago to position the country as a destination for the business processing outsourced platform. And this was a partnership between the government, the business association of tech provider, and the demand, the global industry that were in need for those demands, mainly in the UK. And so the government decided to put in place some subsidies for those large enterprises to say, if you're coming to set up your center in South Africa, we will cover the costs of training for those young people for every job created, right? And for me, this is a good example of the private sector and public partnership. At the same time, the government supported the business association in South Africa to go and lobby South Africa in the demand center in the UK, in Europe, etc. And they were able, over a relatively short period of time, to create 100,000 jobs in the BPO industry. So why don't we replicate this in the ICT sector? For me, those are the kind of partnership that could really, yes. Messieurs, madame, pour terminer peut-être, j'ai envie de vous poser la question, avec quelle question vous partirez de ce GITEX 2023 Africa? C'est que le début, on n'a pas encore fait la moitié du chemin, mais est-ce que vous êtes plutôt confiant sur peut-être l'impact de ce GITEX sur le moyen et sur le long terme? Je vais laisser madame. Alors, comme je disais tout à l'heure au début, je suis impressionnée par le nombre de participants, etc. Mais pour moi, je regarde le nombre de jeunes femmes qui sont dans le salon, je les compte sur les doigts de la main. Et je rêve d'un GITEX où je compte le nombre d'hommes au GITEX sur les doigts de la main. So, pour moi, ce serait le plus gros impact. C'est magnifique, dans le sens de madame. Nous-mêmes, on est en train de travailler avec un partenaire néerlandais pour créer un programme de formation sur le code spécifiquement pour femmes, pour former 3000 femmes développeuses au Maroc, dans un premier temps. Je pense que le GITEX, c'est une excellente opportunité pour l'Afrique, pour showcaser ce qu'il y a de mieux en Afrique. Et je dirais mon désir, c'est que dans 3 ans, qu'un tiers ou la moitié du GITEX soit des entreprises technologiques africaines qui sont en train de montrer leur technologie au monde entier pour que le monde entier vienne, je dirais, acheter des technos africains. Alors, vas-y. Natalie, you said that you wanted more women to be represented in the next GITEX. If it was to see you, I hope I do, if I was to see you in a year in the GITEX, in the next edition, what would you envision would have changed between now and then, other than seeing more women in GITEX? I'm sorry, I didn't hear the... What would you envision have changed in the next edition? I
also think, I mean, to go in the same direction, I think one of the biggest hurdles that Africa still has to face to really enter in the global scene is the perception of the continent. So for me, events like GTEx are so important because it changed the perception on Africa. People discover that we are able to set up an event like this, that technology works, that people have computer, that people are educated. So like you, what I expect is that at the next GTEx, there is more African company, but also the perception of the continent is changing slowly. Thank you for your insight. Merci beaucoup, Amine Alazaz. I will add Un dernier mot. the GITEX should not be just a 3-day event. We have to work for 365 days. Yes. So the next GITEX, we will have that 1/3 or 2/3 African startup techs exposing their solutions. Amine Alazaz, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fondateur et CEO de H7, vous êtes président également de la fédération, vous l'avez dit, Startup du Maroc. Nathalie Agabon, merci. Encore une fois. Merci à vous. C'est mieux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Restez à avec vous. nous, hein. Vous restez avec nous parce que demain, on se retrouve pour plusieurs lives. On va parler de sujets passionnants. On parlera de cloud et d'intelligence artificielle, de cyberdéfense, de cybersécurité. Un menu riche, très riche, demain, toute la journée, à partir de 10 h du matin. À demain. À demain.